Let's scale up. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler moi du monde des startups. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais travaillé là-dedans, ce sera quand même intéressant, je pense, puisqu'il y a des leçons à apprendre qui peuvent servir ailleurs. Et surtout, alors les startups, on en parle beaucoup depuis quelques années. Dans le monde de l'entrepreneuriat en France, ça a vraiment explosé. Il faut savoir que, alors je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est intéressant. J'ai pas de zapette, je ferai des allers-retours. Yes! La French Tech, donc on parle vraiment de start-up dans le domaine de la tech, compte aujourd'hui à peu près 20 000 start-up en France. Je crois que la DGE, dans la Direction Générale des Entreprises, eux, ils en comptent 1 million, donc a priori, ils n'ont pas la même définition. Mais on va rester sur 20 000. Les start-up, c'est à peu près environ 500 000 salariés, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Faut savoir, il y a à peu près une moyenne de 23 employés par start-up. Il faut savoir aussi que, comme je disais tout à l'heure, 80% d'échecs sur 5 ans. Donc 80% des startups ne survivent pas à leur 5e année d'activité. Ce qui veut dire qu'il y en a quand même 20% qui font des trucs qui marchent. 11,55 milliards d'euros de levée en 2021. Je vais vous laisser digérer un petit peu ça, vite fait. Voilà. Il y a 12 milliards d'euros qui sont investis dans les startups. Donc on cherche quand même à booster l'innovation. Moi je trouve que c'est vachement bien. C'est plutôt quelque chose de positif. On essaye vraiment de booster l'innovation. Il y a plein de gens et de jeunes qui ont des idées intéressantes. Il faut les accompagner. La France avait prévu, alors notre président voulait 25 licornes en 2025. On y est déjà, avec de l'avance. J'ai mis entre 25 et 30 parce que ça dépend des classements. Une licorne, juste pour préciser, une licorne est une startup qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et la valorisation, c'est quoi? Pour faire court, c'est l'argent que les gens sont prêts à vous donner aujourd'hui pour acheter votre boîte, alors qu'elle n'est pas encore entrée en action. Voilà. Donc on a à peu près 27 licornes aujourd'hui en France. Toujours pareil, ça dépend des classements, mais les plus connus sont Doctolib, Deezer et compagnie. Donc c'est important d'avoir ces chiffres en tête, parce que effectivement, les startups, c'est intéressant, mais c'est pas simple. Moi, rapidement, c'est la partie la moins intéressante du talk, mais il faut quand même que je me présente. Je m'appelle Olivier Rouault. Voilà, ça fait 17 ans que je travaille dans la tech, produit et tech. Je viens du développement, j'ai fait ça pendant plein d'années, et puis j'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient ça beaucoup mieux que moi, et que je préférais aller discuter à la machine à café pour essayer de comprendre les autres. Donc depuis pas mal d'années maintenant, je me suis surtout spécialisé dans tout ce qui est coaching agile, Scrum Master. Je prends des postes de manager de transition dans des entreprises. Et donc l'expérience dont je vais vous parler, j'ai été du coup manager et ensuite engineering director pendant 1 an dans une startup. Je l'ai mis en bas en 5, mais je suis super sympa. Donc n'hésitez pas à venir discuter après si vous voulez, ça sera avec plaisir. Il y a les éléments sur lesquels je me concentre aujourd'hui, c'est les gens, le produit et la tech. J'aime bien de la tech parce que je viens de là. Je suis vraiment passionné par le produit. Je pense que la tech est un outil qui doit permettre de développer des produits cool. Donc il faut que tous les gens dans l'ingénierie s'intéressent aux produits. Et puis les gens, parce que sans les gens, on ne fait rien. Et puis les gens, c'est super intéressant en fait. Quelques liens, vous pouvez me trouver sur LinkedIn. J'ai un blog sur Medium où j'écris des articles de manière très aléatoire. Donc il peut y avoir 1 semaine ou 9 mois entre 2 articles. Ça dépend de la motivation. Et j'ai un mail aussi si vous voulez me contacter. Voilà, QR code en haut à gauche. Pour ceux qui vont partir avant la fin, vous pouvez déjà scanner et dire c'était nul, je suis parti. Je le remettrai à la fin pour ceux qui restent jusqu'au bout. Spoiler. Encore Store. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Encore Store. En mars 2021, je quitte. Je venais de passer 2 ans chez Vestiaire Collective, une autre startup qui a fait des trucs très très bien. J'ai décidé de partir parce que voilà, il était temps d'avoir une nouvelle aventure. Et donc j'ai des anciens collègues qui m'ont appelé, qui m'ont dit écoute, on a rejoint une startup qui s'appelle Encore Store. C'est super intéressant ce qu'ils font, ça commence à cartonner, viens travailler avec nous, ça va être cool. Et donc Encore Store est une marketplace B2B pour indépendants. Donc ils mettent en relation des créateurs et des marques indépendantes avec des revendeurs indépendants. Donc le petit magasin au coin de votre rue qui va aller chercher des bougies qui sont produites par quelqu'un qui n'est pas revendu chez, je ne sais pas, pas Walmart en France, mais Leclerc. Donc ils font ça et ça marche vraiment très bien. Ça marche tellement bien que Encore Store, donc ils ont été créés en juin 2019 et ils sont devenus licornes cette année. Et surtout, il y a eu une croissance fulgurante à laquelle j'ai participé. Donc moi, j'ai rejoint l'entreprise en mars 2021. Je me rappelle de mon premier town hall. Donc les town halls, c'est réunions hebdomadaires où toute l'entreprise est invitée et où on va partager un petit peu les informations de l'entreprise. Donc les chiffres, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des annonces, etc. Premier town hall chez Encore Store, il y avait à peu près entre 55 et 60 personnes connectées.
Et il y avait 6 ingénieurs et 2 personnes côté produit. D'accord. Je crois que j'ai même fait un petit schéma juste pour vous. Oh là là, c'est beau, hein. J'y ai passé du temps, vous vous rendez pas compte. 1 an plus tard, environ 900 personnes dans la boîte. Donc ça a vraiment, vraiment grandi très très vite. Et côté tech, on est arrivé, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais on avait à peu près entre 150 et 200 personnes entre la tech et le produit. Donc on a vraiment grandi très vite. Et grandir très vite, donc du coup c'est ce qu'on appelle une scale-up. Start-up, quand vous avez une croissance comme ça qui est assez fulgurante, on appelle ça une scale-up parce qu'on a une croissance très rapide. Ça amène son lot de challenges. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de la manière dont je l'ai vécu et ce que j'en retiens aujourd'hui, avec des choses qui nous ont aidés et des choses que je ne ferais peut-être pas de la même manière si je devais recommencer. Parce que moi, ça m'intéresse de retravailler dans ce genre d'environnement. C'est quand même super intéressant. Quand on a commencé ça, alors, moi je rejoins l'entreprise, à ce moment-là, Mathieu Langrin est CTO et cofondateur. Ça a été mon premier contact. Mathieu Langrin, il avait été Head of Engineering de Vestiaire Collectif pendant 6 ans. Donc il y avait déjà un lien, on a discuté et on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait faire. Assez rapidement, Mathieu m'a fait venir parce qu'il m'a dit « moi j'ai plus de temps à passer avec l'équipe », donc il avait 6 ingénieurs. Il devait commencer à se concentrer sur le recrutement, justement, parce qu'il savait qu'ils allaient scale. Et non seulement ça, mais il cherchait aussi une personne qui allait accompagner et qui ait déjà l'expérience d'un succès sur de la croissance, parce que c'est pas évident à mettre en place. Et justement, on en a, pour ceux qui étaient dans cette salle ce matin, on en a un peu parlé, mais la culture va être difficile à maintenir. Et je le redirai un petit peu plus tard, je vous donnerai 2 mots là-dessus. Donc, il a trouvé une personne qui s'appelle Lachlan Laycock, qui est arrivé comme CTO. Lachlan, ancien CTO de Stuart, donc il y avait déjà cette expérience, et avec des feedbacks ultra positifs sur c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à mettre en place la bonne culture. Et Lachlan, quand il arrive, il a un message qui est très clair, qui nous explique dès le début, c'est il nous faut un plan. Parce qu'on va se prendre un raz-de-marée avec énormément de gens qui vont arriver. Déjà, il faut qu'on arrive à les trouver et à les trouver de manière efficace. Et il faut qu'on soit super carré sur comment on va gérer tout ça. Donc il va falloir mettre en place un plan, et ce ne sera peut-être pas le meilleur plan, ce ne sera peut-être pas la meilleure structure, mais c'est celle qui va vous permettre de gérer et d'avoir une stratégie claire. Parce que si vous essayez de le faire, moi j'avais déjà participé avant à des créations d'équipes, à des scales, enfin avec des petites croissances, et on faisait un petit peu sur le moment. On étudiait nos besoins, on regardait ce qui se passait, l'équipe elle devient, il y a trop de charges, on va splitter, on va aller chercher d'autres gens, etc. Si vous êtes plus sur de la réaction sur le moment, vous n'allez pas pouvoir gérer quelque chose d'aussi rapide. Donc avoir un plan, ça veut dire mettre en place des principes d'ingénierie, savoir quels sont nos principes, comment on travaille là-dessus, c'est quoi la responsabilité des ingénieurs. Il va falloir travailler sur des frameworks de croissance, la structure, l'organisation, l'évolution de carrière, sur alors évidemment le recrutement, et on va commencer par ça. Protocole entre les équipes, les évaluations, enfin tous ces éléments-là, il faut qu'ils soient vraiment clairs. Et le premier élément dont je vais vous parler, c'est le recrutement. Le recrutement va être la pierre angulaire de la stratégie, puisqu'on parle de faire grandir l'équipe, évidemment. Et le recrutement, il y a 3 éléments qui vont être importants et qui nous ont vraiment aidés à aller vite et à le faire bien. Et le premier, ça va être d'avoir une stratégie top-down. Et je vais m'expliquer. Ouais, on n'aime pas top-down, c'est un gros mot, hein. Ouais, j'aime pas ça non plus. Quand vous constituez des équipes, donc une structure assez classique dans les startups, c'est que vous avez des équipes, vous les appelez comme vous voulez, squad, peu importe. Une équipe va être gérée par un engineering manager et un product manager. Regroupement d'équipes, merci Spotify, ça fait une tribu. Une tribu va être gérée par un engineering director et un product director. Et puis au-dessus, on peut avoir des VP of engineering, des head of product et enfin CTO, CPO. Donc c'est une hiérarchie assez classique. Ce qui va se passer, c'est que les équipes, pour les staffer, ça va passer par un engineering director, il va staffer sa tribu, un engineering manager, il va staffer sa squad, et c'est eux qui vont aller passer les entretiens et chercher les gens. Donc si vous voulez aller vite, il faut avoir des gens qui s'occupent des entretiens, et donc avoir une stratégie top-down et aller d'abord chercher vos engineering managers, ça vous permet de démultiplier très rapidement votre capacité à aller vite pour staffer vos équipes. Donc cette stratégie top-down, elle marche très bien, nous c'est ce qu'on a fait. Alors il y a 2 étapes. Au début de la startup, moi je parle vraiment de la phase de scale. Au début de la startup, on va plus chercher des ingénieurs, il nous faut des opérationnels et de toute façon, pas besoin de managers, on s'en fout. Au début, ils servent à rien. Mais par contre, dès que vous commencez la croissance, il faut structurer les choses et avoir des gens qui vont s'occuper de staffer leurs équipes. Donc la partie top-down, elle va être importante et nous, ça nous a vraiment aidé à accélérer. Moi, je l'ai vécu en direct. Je suis passé d'une période où je faisais 5-6 entretiens par jour
à une période où j'en faisais 5-6 par semaine, quoi. Ce qui est beaucoup plus soutenable en termes de charge mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire 5-6 entretiens par jour. Il y en a qui en faisaient plus que ça. C'est insupportable. Déjà, vous vous répétez, et puis ça demande un effort cognitif qui est pas négligeable. Donc on a vraiment respiré. Moi, quand j'ai vu les premiers engineering managers arriver, c'était un gros soulagement. Et effectivement, on a pu aller beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. La deuxième chose qui va vous aider, c'est d'aller très très vite à l'international. Et par rapport à ça, il y a 2 éléments qui vont être importants. Le premier, déjà, ça veut dire que vous acceptez de travailler en remote. Aujourd'hui, c'est un débat et la plupart des entreprises se cherchent encore. Le plus courant, c'est le fameux mode hybride. En gros, il faut venir au bureau, mais pas trop. C'est un choix. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais le full remote est quand même encore aujourd'hui assez rare. Il est rare parce qu'il fait peur, le mode full remote. Et on a l'impression, est-ce que les gens vont vraiment travailler? Alors déjà, si on se pose cette question, on a un problème de culture, je pense. Mais si on recrute des gens, c'est que je leur fais confiance à la base. Est-ce qu'on va être bien structuré? Ça ramène des problématiques de communication. Effectivement, on a plus de réunions parce qu'on a moins de capacité à discuter comme ça en live. Mais le mode remote, je l'ai vécu et il marche très bien. Par contre, on avait mis en place des points de contact réguliers. Donc toutes les 4 à 6 semaines, on faisait venir les gens au même endroit pour qu'ils se connaissent un petit peu, faire des ateliers et puis aller boire une bière parce que mine de rien, ça permet d'avoir des discussions intéressantes et de se connaître un peu mieux. Mais l'international va vous aider. Donc si vous acceptez le remote, ça va vous permettre déjà d'avoir un panel de candidats beaucoup plus large, évidemment. Donc le premier point, c'est que du coup, on peut très vite retrouver beaucoup plus de monde. Deuxièmement, vous allez vous retrouver dans des pays qui ont des préavis qui sont beaucoup plus courts que ceux de la France. Il y a beaucoup de pays où les 3 mois de préavis n'existent pas. On est souvent sur du 2 semaines, 1 mois maximum. Et ça, c'est pareil, c'est un levier qui est phénoménal en termes de croissance d'équipe. Très très vite, vous avez beaucoup de monde qui peut arriver. Et le troisième point, par contre, à garder en tête, l'anglais, du coup, devient obligatoire. Ça a été un vrai challenge. Je vois des gens qui rigolent. Ça a été un vrai challenge et on a même modifié notre manière de faire du recrutement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un mode que j'ai beaucoup vu dans ma carrière, où on fait 20 minutes en anglais à la fin de l'entretien. J'ai cassé le micro? Non. On fait 20 minutes en anglais à la fin de l'entretien pour se dire, bon, est-ce qu'il sait parler anglais? Et on a switché, en 100% des entretiens se passent en anglais, quelle que soit votre langue maternelle. Donc même 2 Français qui font un entretien le font en anglais, obligatoire. Et mine de rien, c'est important, parce que quelqu'un qui a un anglais approximatif, sur 20 minutes, ça peut passer. Quand vous passez 1 heure à discuter, ça peut être difficile. Ça devient lourd, on commence à sentir des problèmes de communication et on peut se rendre compte que finalement, ça ne va peut-être pas le faire ou en tout cas, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Donc le switch en anglais est important à garder en tête. Faites-le. Mais le remote, si vous avez peur du remote aussi, il y a une question légale qu'on s'était posée. Vous n'avez pas le droit, en tant qu'entreprise, d'embaucher des gens de n'importe où dans le monde. Il faut avoir une instance légale officielle qui vous permet de le faire. Mais il y a plein de sociétés qui se sont construites autour de ce modèle-là. Il y a notamment remote.com qui vous donne des solutions là-dessus. Donc ils vont gérer ça pour vous et ça se fait très bien. Voilà. Donc aller à l'international, en plus, ça va enrichir vos équipes avec de la multiculturalité. Je l'ai bien dit? Ouais. T'es d'accord avec moi? Super, on est bien alors. Mon timekeeper est d'accord. Dernier point, j'ai lu récemment No Rules Rules, le livre de Netflix. Ils ont publié un livre sur leur culture d'entreprise, qui est extrêmement intéressant. Et ils ont une règle qui est utilisée par les managers au quotidien pour le suivi de leurs équipes, des membres de leurs équipes, et pour savoir aussi sur les évaluations et sur le poste, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça se passe bien, etc. Et la règle, c'est tout simplement, si cette personne demain me dit « je m'en vais », quel est l'effort que je vais fournir pour essayer de la retenir. Si j'en fournis pas, c'est que c'est pas grave, et du coup, merci, bisous, hein, bon courage, et puis on était très contents de travailler ensemble. Si je vais fournir un effort, ça veut dire que c'est important, cette personne, il faut absolument qu'elle reste, et ça revalorise aussi le fait que c'est la bonne personne pour mon équipe. Et ça, moi, je pense qu'on peut l'utiliser dans le recrutement. Et c'est une question que je me suis très vite posée, parce que quand vous voulez aller vite, rapidement, votre focus, ça va être « il faut que je recrute du monde ». Et quand on veut recruter du monde, moi, ça a été vraiment inconscient, hein, à un moment donné, on va baisser nos attentes, sans même s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'entretien, je vais me dire « ah, c'était pas mal ». La personne était cool, je pense qu'on peut bosser ensemble. Et du coup, je vais continuer le process, je vais me dire, on y va. Si je me pose la question de si cette personne-là me dit non, ça ne m'intéresse pas ta proposition, je ne viens pas, est-ce que je vais essayer de la chercher? Est-ce que je vais aller plus loin et faire un effort pour lui dire, mais si, viens, ça va être trop bien? Si la réponse est non,
ça ne sert à rien d'investir plus de temps. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, des sous, enfin, passer au prochain candidat et c'est pas grave. Mais ça permet aussi d'avoir une sélection. On va garder un certain niveau dans s'assurer qu'on construit la bonne équipe. Alors sur la partie recrutement, moi, par rapport à cette règle-là, il y a quelque chose qui est important pour moi, mais qui a été remis en question avec la dernière conférence que j'ai vue ce matin. C'est le culture fit. Le culture fit, c'est pas anodin. Et ce que je veux dire par là, c'est que on va construire une équipe, on est dans un environnement qui est spécifique à notre entreprise, et mon objectif en tant que manager, c'est de m'assurer que la personne qui arrive, elle va être à l'aise, que les éléments sur lesquels elle n'est pas forcément à l'aise, on va être capable, nous, de lui apporter les solutions et de l'accompagner par de la formation ou autre, et que ça va bien se passer. Si j'ai quelqu'un qui vient et qui, au bout d'une semaine, est en PLS, on n'est pas bien, quoi. Ni pour nous, ni pour le candidat. Donc le culture fit, pour moi, c'est ça. Je suis dans un environnement start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du chaos. Ça veut dire que tout n'est pas parfait. Il n'y a pas des règles pour tout. Des fois, c'est pas clair. Et des fois, ce qu'on fait aujourd'hui, la semaine prochaine, on va dire, bah non, en fait, on ne fait pas comme ça. Et c'est pas pour tout le monde. De la même manière qu'une grosse entreprise avec des trucs très procéduriers. Moi, j'ai personnellement de plus en plus de mal à faire ce genre de choses. Arriver dans un grand truc où il faut passer par 20 personnes pour valider une ligne de code et compagnie, c'est anxiogène pour moi. Et il y a d'autres gens, c'est l'inverse. La start-up va être anxiogène, c'est du stress constant. Donc j'ai quand même besoin de m'assurer qu'elle va s'adapter facilement, elle va être à l'aise. Et pour ça, je vais expliquer très clairement quel est le contexte. Et puis on va avoir une discussion ouverte. Finalement, est-ce que tu te sens à l'aise? Comment est-ce que tu gères une période de stress? Qu'est-ce que tu attends de nous? Comment on t'accompagne? Maintenant, effectivement, par rapport aux différents SOPI qui ont été énoncés ce matin, j'ai une réflexion à pousser là-dessus, sur laquelle je n'ai pas de réponse. Mais pour moi, ça reste vraiment super important. Je vais m'intéresser. Les compétences sont importantes, surtout au début. À la fin, je pense qu'effectivement, on peut travailler pour aider les gens à acquérir les compétences. Ce qui va m'intéresser, c'est le mindset de la personne. Est-ce qu'elle va s'adapter? Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Est-ce qu'elle va être à l'aise chez nous? Voilà. Donc, rapidement, ces trois éléments-là ont clairement été primordiaux. Ils nous ont aidés à scaler vite et à avoir finalement... On a réussi, hein, en fait. C'est pas anodin, mais recruter autant de gens en aussi peu de temps, c'est un gros challenge. C'est pas simple et on a réussi à le faire. Et clairement, ces trois éléments-là, moi, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. L'onboarding, j'ai rarement connu, quelle que soit la taille de l'entreprise, peu importe, l'onboarding, en général, c'est tout pourri. Qui est déjà arrivé chez un client et a eu son matériel au bout de 2 semaines? Les accès, hein, ça marche bien les accès au début, voilà. Quels que soient les outils. Hein. Qui vous a expliqué les réunions et compagnie pour savoir comment ça se passe? Voilà. L'onboarding est rarement un élément sur lequel on met beaucoup d'attention. Alors pour le coin startup, c'est beaucoup plus le cas dans ce que j'ai vécu que dans les grands groupes. Parce qu'on sait qu'un onboarding, ça va faire la réussite derrière de l'intégration du candidat. Mais on a eu, nous, et on l'a vécu, on l'a appris à la dure. On l'a appris à la dure parce qu'au tout début, encore une fois, quand je suis arrivé, l'onboarding, pour nous, ça se passait bien. On n'avait pas de feedback négatif, les gens avaient l'air plutôt contents. On ne s'est pas trop posé la question. L'onboarding, ça va, il est un peu pourri. Moi, mon onboarding, quand je suis arrivé, c'était un mail à 9h27 qui me disait « Voilà le lien du DSM ». Le reste, je me suis débrouillé et je suis allé discuter avec les gens pour comprendre comment ça fonctionnait dans l'entreprise. Et on a eu, au bout de quelques mois, donc on a vu une équipe de 20-30 personnes, je pense, à ce moment-là. On a une personne qui est partie. Il y a très peu de turnover chez Encore Store. Donc il y a des choses qui se passent bien, a priori. Vraiment très peu de turnover. Hein. J'ai connu à peu près 5 personnes qui sont parties, ou qu'on a fait partir au total. On a eu une personne, donc la deuxième, qui a décidé de mettre fin à sa période d'essai, qui nous a fait un mail détaillé de pourquoi. Qui était un mail qui a été très très dur à lire. Parce que c'était ultra négatif. Ultra négatif. Je ne me suis pas senti accompagné. On m'a mis en place, dès le début, on m'a mis sur des tâches ultra stressantes. Exemple, litige sur des paiements, avec des développeurs qui devaient aller dans les applications de type Stripe pour déclencher des remboursements à des clients. C'est vrai que si je viens d'arriver, je dois faire ce genre de truc. Je me dis, oh putain, et si je fais un remboursement et qu'il ne faut pas le faire, c'est quoi la règle? Est-ce que je me fais taper dessus? Donc c'était compliqué. Et plein d'éléments assez détaillés de pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Donc on en a discuté avec l'ensemble des managers. Et du coup, la première réponse de la classe, c'était c'est pas compliqué, on n'est pas bon sur l'onboarding, donc il faut qu'on travaille dessus pour devenir les meilleurs sur le marché. Notre objectif, c'est d'avoir le meilleur onboarding qui existe sur le marché. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas bien. Il y a eu un gros effort de fourni.
Il y a une équipe onboarding, alors c'était global à l'entreprise, hein, c'était pas que la tech, mais il y a carrément une équipe qui est arrivée pour travailler sur l'onboarding et mettre en place tout un tas d'éléments. Et effectivement, au bout de, alors je veux vraiment pas exagérer, mais je pense que peut-être 2-3 mois plus tard, les feedbacks qu'on commençait à avoir étaient tout l'inverse. On a eu des feedbacks en disant, je pense que c'est un des meilleurs onboarding que j'ai eu de ma vie dans une boîte. Après, on est allé un peu trop loin, on nous a dit c'est bien, mais c'est long quand même. Mais on a fini par trouver le juste milieu. Ce qui nous a, alors les éléments qui vont être importants du coup pour avoir un bon onboarding, un buddy. Le système de buddy, ça a été phénoménal. Un buddy, c'est pas. Alors vous avez un manager évidemment qui est là et qui va vous accompagner. Il est là pour répondre aux questions. Si vous avez un problème, vous pouvez aller le voir. Mais il n'est pas là au quotidien, tous les jours dans vos tâches, parce que vous avez chacun vos responsabilités et on peut pas. Moi comme manager, je ne peux pas être toute la journée à voir ce qui se passe dans l'équipe, malheureusement. Un buddy, ça va être quelqu'un dans l'équipe, dans la même équipe que vous. Ça va être quelqu'un qui, alors au début, on n'y accordait pas trop d'importance et finalement, moi je pense que ça l'est. C'est quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes compétences que vous et qui va vous accompagner autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Tant que vous avez besoin de cette personne-là, elle va être là, elle va répondre aux questions. Donc, il va travailler avec vous sur les premières features, vous aider à installer votre environnement de développement, vous expliquer les différentes réunions, comment est-ce qu'on passe d'une idée d'une feature à sa livraison en prod. Donc, le fonctionnement de l'entreprise et de l'équipe. Parce que chaque équipe va avoir des spécificités. Ce body-là, une bouée de sauvetage, c'est pas une bouée de sauvetage, c'est pas ça la bonne expression, mais c'est vraiment un truc qui va vous permettre de vous sentir très vite à l'aise. Et ça a été pareil, super. On a des très très bons feedbacks des deux côtés. Donc les gens qui avaient un body se disaient c'était top, j'ai quelqu'un et j'ai construit rapidement de la confiance et je me sens pas seul. Surtout je vous rappelle qu'on est en 100% remote, on a des gens un petit peu partout en Europe. Deuxièmement, les body eux-mêmes disaient c'est super cool. C'est super intéressant de se confronter à quelqu'un qui arrive, de l'aider à s'onboarder. Déjà, il y a une espèce de valorisation personnelle. Je trouve ça cool de l'avoir fait. Et en plus, ça permet de se mettre aussi dans la peau des nouveaux arrivants et de comprendre certaines choses. Donc par la suite, on va avoir aussi beaucoup plus d'accroche. On va mieux s'entendre. Donc le système de buddy, vraiment un truc à faire. Moi, je le remettrai systématiquement si j'ai la possibilité dans les entreprises. La documentation, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'agilité. C'est pas un gros mot, la documentation. La documentation, c'est important, il faut juste qu'elle soit intelligible et qu'elle serve vraiment à quelque chose. Donc, le travers, ça a l'air d'avoir trop de docs. Et du coup, quand on essaye d'aller dedans, on est juste submergé, on ne sait pas par où commencer, on se dit « Oh là là, mais j'en ai pour 10 ans pour lire tout ça ». Mais des docs, à minima, encore une fois, sur les rituels, à quoi ils servent, qui fait quoi, qui participe, sur la présentation des différents départements, sur un organigramme qui soit quand même intelligible, qu'on comprenne qui fait quoi et se retrouve à quel endroit, qui sont mes parties prenantes principales avec qui je vais travailler au quotidien. De la documentation spécifique à votre équipe, comment est-ce qu'on fonctionne, nous, dans l'équipe. C'est quoi notre manière de faire les choses, et ça peut être des trucs très basiques comme comment est-ce que je fais une demande de congé, et aussi quel est non seulement le process, mais le process, je veux dire, administratif, mais le process d'entente dans l'équipe, c'est comment on fait pour... Moi, j'avais souvent des gens qui me disaient, qui m'envoyaient un petit Slack en me disant « Olivier, je peux prendre des congés tel et tel jour ?» Je dis « Je sais pas, je m'en fous, enfin, demande à l'équipe, c'est pas moi qui suis impacté, je veux dire, viens, on en discute avec les autres pour savoir si tout le monde ne part pas en vacances en même temps et si vous êtes confiant, quoi. » Donc la documentation, ça va aider. Et on avait aussi mis en place, donc ça c'était vraiment côté tech, une page spécifique pour chaque candidat qui était personnalisée pour sa période d'onboarding, avec les étapes, les actions à réaliser sur les premières semaines, et aussi des petits détails de voilà où est la doc de l'architecture pour telle feature qu'on utilise, voilà où sont les vidéos. Ça, c'est le troisième point d'ailleurs. Paul, un peu, utiliser des vidéos. Donc, on avait des séances de présentation des différents départements, des différentes équipes. On faisait ça en live au début, et c'est bien parce que ça permet là aussi d'avoir des questions-réponses, mais c'est ultra chronophage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini par les filmer. On les a mis sur l'espace de on les a mis en dispo sur Notion, concrètement, et c'était dans les liens pour chacun des candidats, ce qui permet à chaque candidat aussi de gérer son onboarding. Les gens ne vont pas attendre tous la même chose. Il y a des gens qui veulent lire toute la doc et regarder toutes les vidéos et tout comprendre avant de commencer. Il y a des gens qui vont vouloir regarder un petit peu la doc, faire un petit peu de dev, regarder un petit peu de doc. Et en fait, moi, en tant que nouvel arrivant, je gère la manière dont je veux m'intégrer dans l'équipe. Donc ça, c'est pareil. Ça permet aux gens d'être autonomes dès le début. Et ils ont une liste claire de comment ça va se passer. Donc les documentations vidéo, super intéressant. Moi, les vidéos, j'ai trouvé ça... Oui. On filmait les présentations, tout simplement. On avait... on filmait des présentations. Quelqu'un qui venait présenter son... Par exemple, moi, j'arrivais, je présentais ma tribe. Et je disais, ben voilà, ma tribe, c'est la tribe des marques. Voilà ce qu'on fait. Et voilà comment on fonctionne.
Et tout ce qui était répété, c'était filmé sur Google Meet et on mettait ça en dispo dans un drive. Et, non, on filmait pas la doc, ça n'aurait pas de sens. Mais ouais, ça a aidé. Et pareil, c'est comme le recrutement, quand on a besoin de refaire tout le temps la même chose, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Par contre, derrière, il faut mettre en place un moyen d'avoir des questions-réponses. Management et coaching. J'ai un... Ça, c'est mon cheval de bataille. J'ai pas une bataille. J'ai quelque chose que j'essaye de défendre depuis des années. C'est qu'un manager n'est pas un tech lead. Alors, soit les gens sont d'accord, soit les gens me disent c'est n'importe quoi. Dans la tech, on a tendance à aller chercher des gens qui sont avant tout des tech leads et qui après vont passer manager. Pour X raisons, ça les intéresse, il y a une appétence, ils ont déjà fait, peu importe. Je pense que c'est une grosse erreur. Par contre, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir de fortes connaissances techniques pour être manager. Si vous êtes un cadre de la tech, c'est très très bien. Mais votre taf, ce n'est pas d'être un tech lead. Surtout dans cette croissance. Au tout début, quand on a des petites équipes, oui, on va plutôt chercher des tech leads qui vont aider à mettre en place les bonnes solutions. Mais plus vous grandissez, moins ça va être important. Et un manager est avant tout un coach. Et c'est super important, la différence n'est pas anodine. Quand on fait les entretiens de recrutement, on passe souvent beaucoup de temps à évaluer les compétences techniques des candidats. Et même au niveau, je parle au niveau engineering manager, on avait la même chose au niveau engineering director, où le discours, c'est avant tout des tech leads. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que le manager, c'est un métier qui demande des compétences spécifiques. Vous avez besoin d'avoir des connaissances sur les méthodologies de travail, sur l'agilité, effectivement. Oui, ça va être important. Sur les dynamiques de groupe, sur les motivateurs, sur comment est-ce qu'on met en place même des sujets de type comment est-ce qu'on met en place des OKR pour que ce soit efficace. C'est avoir des notions de systémie pour pouvoir analyser vraiment l'origine des problématiques et pas s'attarder juste aux symptômes. Donc, j'aime bien j'ai mis l'image du petit ballon de foot parce que je me disais, un coach d'une équipe de foot, c'est souvent un ancien footballeur, mais ce n'est pas lui qui va taper dans le ballon, en fait. Il est là pour accompagner l'équipe et mettre en place les conditions du succès. Et en tant que manager, c'est la même chose. Vous êtes là pour mettre en place les conditions du succès. Alors, les notions techniques qui viennent de votre passé, même si elles ne sont plus forcément entièrement d'actualité parce que vous n'êtes pas mis à jour, ça va vous permettre de poser des bonnes questions. Moi, aujourd'hui, les questions que je vais poser, c'est si on met un truc en prod, est-ce qu'on a mis en place le bon niveau d'alerting et de monitoring? Est-ce qu'on va être les premiers à être au courant si ça pète? Je ne sais pas comment on va le mettre en place, le monitoring, mais je sais que c'est important de l'avoir. Sur des discussions d'architecture, je n'ai pas besoin de ça. Si on met en place un reverse proxy, je comprends pourquoi. Et je n'ai pas besoin de savoir dans le détail comment est-ce que je vais le configurer et comment est-ce qu'il va fonctionner et passer d'une appli à l'autre. Je m'en fous. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la vision globale et de pouvoir poser des questions pour s'assurer qu'on a bien pris en compte les risques. Si ça scale, pareil. Ce n'est pas pareil si j'ai 10 utilisateurs dessus ou 10 000 ou 100 000. Donc, est-ce que notre architecture va nous permettre de scaler? Est-ce qu'on a besoin de se poser cette question? Mais c'est surtout là-dessus. Et concentrez-vous sur accompagner les gens. Donc, allez chercher des managers qui ont des notions de management et qui s'intéressent au management. Voilà. Je pense que ça serait bien qu'on fasse un peu plus ça. Travailler sur la croissance, ça paraît évident, mais c'est un des gros tafs de management. Les gens, très rapidement, et même quand on était dans une équipe de 6 personnes, dès que ça a commencé à grandir, les gens voulaient savoir « je deviens quoi ?» C'est-à-dire, il se passe quoi pour moi dans 6 mois, dans 1 an? Ils ont besoin de cette vision et cette clarté, ce qui est normal. On a tous besoin de savoir comment on évolue, sauf si vous êtes déjà CTO ou CEO et que derrière, l'évolution, il ne se passe plus grand-chose. Je veux dire, vous êtes déjà au top, mais un ingénieur, un manager, qui que ce soit, a besoin de savoir quelles sont les possibilités d'évolution au sein de la structure. Il faut qu'elles soient claires. Essayez pas de l'inventer, c'est super dur, c'est extrêmement dur de créer un framework de croissance. Ça a l'air simple, je me suis fait avoir comme un bleu, comme plein de gens, où je me suis dit, bon, on va se mettre 2 heures dans une salle, on va en discuter et puis on va trouver un truc. Hein. Et du coup, on l'a fait. Et j'avais fait l'exercice avec du coup l'actuel VP of Engineering d'Encore Store. Et on avait créé un truc, on a une page Notion avec les éléments qui nous paraissaient importants à évaluer, les différentes attentes en fonction des niveaux des ingénieurs, donc de junior à senior, après à staff engineer, etc. Et on a fait l'évaluation. Et à un moment donné, il y a un des engineering directors qui est venu nous voir en nous disant « Bon, moi j'ai fait l'évaluation avec un de mes gars, et concrètement, il est 0 partout. » Ça ne marche pas. Leçon apprise, il existe... Alors, il y a un framework qui est aujourd'hui
assez connu qui s'appelle Snowflake, qui vient de Medium. C'est un framework qui est pas complexe, mais compliqué. Quand on le voit la première fois, on se dit « c'est quoi ce truc ?» C'est énorme, il y a plein d'éléments à prendre en considération, mais une fois que vous l'avez lu et une fois que vous l'avez compris, il est extrêmement efficace. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai lu le truc, je l'ai appliqué pour moi-même. J'ai pris 2-3 ingénieurs qui étaient volontaires pour le tester. Et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois et qu'on a répondu aux questions qui sont soulevées, ça devient assez naturel. Donc ce framework-là, il nous a vraiment aidé. Après, ça va surtout vous aider à comprendre les bases du mécanisme d'un bon framework d'évolution. Et vous vous l'appropriez derrière. Vous changez, vous enlevez des catégories qui ne vous intéressent pas, peu importe. Mais essayer de l'inventer from scratch, c'est un travail très, très compliqué. Voilà, moi je ne me relancerai pas comme ça sur un truc sans avoir déjà des bonnes notions. Alors, ce n'est pas forcément des questions types, ça va être des catégories. Donc il y a une catégorie technique. Alors ce que Snowflake explique très très bien, ils ont un blog, Medium a fait ils ont utilisé leur blog, ils ont fait toute une série d'articles où ils expliquent exactement comment il est né, comment ils l'ont mis en place, les évolutions qu'ils ont faites, donc c'est très bien expliqué. Et ce qu'ils expliquent, c'est que même pour des gens qui sont techniques, ce qu'ils apportent à l'entreprise, ce n'est pas que de la tech. Ils vont apporter de la cohésion d'équipe, ils vont apporter peut-être du rayonnement pour l'entreprise, parce qu'ils en parlent à l'extérieur. Ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de parler un peu d'Encore Store, il y a une partie de pub pour l'entreprise. Ils vont apporter peut-être de l'organisation, du mentorat. Donc c'est vraiment élargir le panel des éléments qu'on va prendre en considération et qui va permettre aux gens aussi de se repositionner en fonction de finalement je viens de la tech, mais je me rends compte que tout ce qui est org design, tout ce qui est gestion structure et tout, ça m'intéresse quand même beaucoup et je suis peut-être plus à l'aise là-dessus, j'ai envie d'évoluer là-dessus. Et donc en fonction des niveaux, on va mettre en place des attentes différentes. Donc il y a des scales, ça va de 1 à 5 de mémoire, et il y a des attentes spécifiques sur chaque niveau. Et par contre, il va falloir être très strict sur chacune des attentes, parce que sinon on va fausser le positionnement des gens, ce qu'on fait au début en général, ça m'est arrivé aussi. Au début, on a tendance à être un petit peu souple, et ça ne marche pas en fait. Mais ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil à Snowflake, très bien fait. C'est un peu costaud au début, mais ça vaut le coup d'y passer du temps. Rendez-le super transparent tout ça. Il faut que tout le monde ait accès, que tout le monde puisse poser des questions, que tout le monde puisse dire c'est trop bien ou c'est de la merde. Répondez aux questions, c'est important. Les gens, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe et pourquoi on fait comme ça. Ouais. Own your mistakes. J'ai du mal à trouver la bonne formule en français, mais n'ayez pas peur de vos erreurs. Il faut les revendiquer, vos erreurs. Oui, mais c'est la deuxième étape. Il faut apprendre de ses erreurs, évidemment, mais quand on fait une erreur, personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, c'est comme ça. À un moment donné, quand vous avez fait une erreur, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus votre erreur va impacter plus de gens. Et pour moi, c'est super important de l'assumer très vite et publiquement. Donc on prend l'ensemble des gens et on leur dit, ben voilà, on a eu l'expérience à un moment donné, on a mis en place une politique d'astreinte. Cette politique d'astreinte, elle était nécessaire. Je pense que tout le monde comprend pourquoi elle est nécessaire. Ça a été difficile, c'est compliqué de mettre en place une politique d'astreinte, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Et il y a certains éléments qui ont été mal perçus par un groupe d'ingénieurs. Il y a pas mal de gens, ça a fait du bruit, quoi. Et une erreur qui a été commise pour moi, c'était pas de dire tout de suite, d'arriver de dire, ok les gars, on s'est planté. On s'est planté. C'était pas la bonne technique, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. On a fait une erreur et mea culpa, quoi. C'est pas grave. Dans l'absolu, on a compris. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, aidez-nous à trouver la solution. Mais quoi qu'il arrive, l'astreinte, on en a besoin. Il y a des raisons spécifiques derrière. On ne peut pas se permettre d'avoir une plateforme qui pète à 2h du matin samedi avec personne qui réagit. Mais par contre, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut le dire et il faut l'accepter tout de suite et le dire publiquement. C'était ma décision, c'était une connerie et c'est pas grave, maintenant on va apprendre et aller de l'avant. Ça va créer en plus un niveau de confiance ultra élevé dans les équipes. Quand vous avez quelqu'un qui est votre responsable, si vous avez demain votre CTO qui vient voir et qui dit « Les gars, c'était ma décision et c'était une connerie, je suis désolé, je me suis planté ». Moi, ça va créer vachement plus de confiance. Déjà, je me dis, je suis dans un environnement où j'ai le droit de me planter. Même le CTO, il me le dit. C'est pas grave, j'ai fait une erreur et on va passer à la suite. On va apprendre de notre erreur et trouver une meilleure solution. Mais par contre, ça va créer un niveau de confiance. Et en plus, psychologiquement, les études montrent que le fait de partager sa vulnérabilité crée beaucoup plus de confiance au niveau des gens. Car quelqu'un
avec qui vous êtes très proche. Vous êtes notamment très proche parce que vous allez être capable d'aborder des sujets qui sont plus sensibles et vous allez être capable d'être vulnérable face à cette personne. Ça crée du lien très très fort. Donc c'est un très bon levier pour créer plus de confiance. Et juste petit rappel, la confiance, c'est la base de la transparence. On parle beaucoup de transparence dans l'entreprise, il n'y a pas assez de transparence. S'il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a un manque de confiance. On ne peut pas commencer par la transparence, ça ne marche pas. Le premier réflexe de tout le monde, c'est je me protège parce que je ne connais pas encore bien l'environnement, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, créer de la confiance, ça va aider. Donc ouais, soyez fiers de vos erreurs. Voilà. C'est beaucoup plus dur pour les premiers arrivés. Ça a été un constat, je pense que ça l'est encore aujourd'hui. Les premiers arrivés dans l'entreprise, donc je reparle au début, vous êtes 6 personnes, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous participez à tout. Vous êtes dans toutes les discussions, toutes les prises de décision. En fait, il n'y a pas tellement de gens et c'est à vous de résoudre tous les problèmes. Donc forcément, vous participez à tout. Plus vous grandissez, moins c'est vrai. Et c'est juste comme ça, en fait. Quand on grandit, forcément, il y a certains éléments qui ne vont plus être discutés par tout le monde, et c'est normal. Déjà parce qu'on n'aura pas le temps et que plus vous grandissez, plus il y a de sujets et puis il va falloir passer de temps dessus. Et ensuite parce qu'à un moment donné, on se concentre et on va faire venir des gens qui vont s'occuper de ça. Par contre, il faut les accompagner. Il faut les accompagner énormément et c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces gens-là. Si aujourd'hui vous avez une entreprise qui fonctionne, qui est en train de grandir, c'est parce que ces gens-là, ils ont fait un super produit. Ils ont monté une plateforme, ils ont monté un produit qui a eu du succès, qui a plein de clients. Il y a des gens qui viennent vous donner des sous pour aller plus loin et pour faire plus. Et il y a plein de choses à apprendre de ces gens-là, de la manière dont ils ont travaillé au début, de comment ils prenaient leurs décisions, de comment ils ont fait pour livrer plein de valeur. Parce qu'au début, on se concentre là-dessus. On ne se pose pas la question de est-ce que je suis sur du SOA ou des microservices ou est-ce que j'ai un monolithe. Non, ma préoccupation, c'est comment j'augmente ma GMS pour le mois prochain. Et ces leçons-là, elles sont super importantes. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des talks en interne et de les aider à partager cette expérience-là. Ça les revalorise à eux. Et puis, ça permet à l'ensemble de l'entreprise d'apprendre. Il faut les écouter. Il faut les écouter, les accompagner. Et j'en reviens à la croissance, l'évolution professionnelle. Écoutez-les beaucoup et accompagnez-les sur comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans cette nouvelle structure. L'entreprise, elle a changé. C'est normal et c'est bien. Ça veut dire qu'on a réussi. Mais du coup, ils n'ont plus le même rôle. Et il va y avoir des leçons difficiles. Il y a des gens qui ont peut-être un niveau technique un petit peu en dessous de ce qu'ils pensaient par rapport aux autres. Il va falloir se repositionner. Ça va être des discussions difficiles. Mais si on explique le contexte et qu'on leur explique comment on va les accompagner pour passer à la suite, ça va éviter de la frustration et ça va éviter du conflit. Sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont beaucoup moins investis et qui vont juste créer du bruit. C'est normal. Ils sont perdus, ils ne se sentent pas accompagnés. Donc il faut valoriser ces gens-là et surtout beaucoup les écouter. Faites attention au contrôle. J'en parlais déjà l'année dernière, du contrôle. Le contrôle, c'est quelque chose qui rassure. On vit dans un monde qui est complexe, de plus en plus complexe, et il se passe de plus en plus de trucs. Et il suffit de regarder l'actualité, surtout récemment, on se rend bien compte que le monde, il n'est pas simple. Ça fait flipper. C'est ultra anxiogène, c'est dur à gérer. Et du coup, toutes les structures de contrôle qu'on met en place, ça permet de se rassurer. C'est des doudous. Je l'ai expliqué l'année dernière, mais c'est vraiment ça. Les estimations, les roadmaps, le reporting, tous ces trucs-là, c'est des doudous. Ça nous donne l'impression qu'on maîtrise ce qui se passe. C'est rarement vrai. Une roadmap, au final, elle va changer. Les estimations, elles servent. Si vous basez votre réussite sur vos estimations, on n'est pas bien. 65% des estimations sont fausses. Entre 65 et 80% selon le Chaos Report. Voilà. Des systèmes d'estimation, on en invente toujours des nouveaux. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Donc, on peut faire plein de choses qui vont en donner une idée. Voilà. Est-ce que c'est 6 mois ? Est-ce que c'est 2 semaines ? Bon, au début, a priori, vu les infos qu'on a là, c'est comme ça. Mais... Donc, faites attention aux structures de contrôle et travaillez sur la confiance, comme je disais au début, et les compétences. L'objectif, c'est de déléguer un maximum. Donc que les gens, au quotidien, puissent prendre les décisions sur ce qu'ils ont à faire sans avoir à les demander au chef ou au chef du chef ou au chef du chef du chef. Il faut que si vous voulez une entreprise efficace, on le sait depuis longtemps maintenant, ce n'est pas une nouvelle, il faut que les gens, au quotidien, aient un pouvoir de décision. Pour avoir un pouvoir de décision, il faut qu'on s'assure qu'ils aient les bonnes compétences, sinon ça va être un carnage, et il faut qu'on s'assure qu'ils aient le bon niveau d'information. S'ils n'ont pas toutes les infos et qu'ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est quelque chose qui est très très bien expliqué dans Turn the Ship Around.
Turn the Ship Around, qui est un livre de David L. Marquet, qui était commandant d'un sous-marin nucléaire dans la Navy. Et No Rules Rules aussi de Netflix, je trouve, fait ça assez bien. C'est expliqué comme quoi le fait d'aller à l'encontre des systèmes préétablis et de la manière dont on fait les choses naturellement quand on met en place des hiérarchies, ça peut être très efficace. Il reste 10 minutes, il faut que j'accélère. Si vous travaillez sur la confiance et les compétences des gens, petit à petit, vous allez pouvoir déléguer des choses. On commence par des choses simples. Pas de validation pour la prise de vacances, par exemple. Je m'en fous, vous êtes autogéré, prenez vos vacances. Et ça peut aller jusqu'à la fin. Pareil, mise en production. Non, il n'y a pas de validation d'un chef pour la mise en production. C'est l'équipe qui a développé, c'est eux qui décident. Les process doivent aider l'équipe à être efficace. C'est pareil, quand on grandit, on va avoir tendance à rajouter des process. C'est naturel et on fait tous ça. Et moi, je l'ai fait. J'ai été le premier à le faire à plein de niveaux. On voit un truc qui marche pas bien, on se dit bon, on va mettre en place un process. Ça marche pas forcément très bien. Et surtout, quand on grandit, on va accumuler de la dette organisationnelle. Donc, de la même manière que la dette technique, des process entre eux qui n'ont plus aucun sens ou qui sont plus du tout adaptés à notre quotidien aujourd'hui. Quand vous voulez mettre en place un process, une règle, quoi que ce soit, la première chose à se dire, c'est est-ce que je suis en train de mettre en place du contrôle ou est-ce que je suis en train de mettre en place plus d'efficacité pour les équipes? C'est-à-dire que cette nouvelle règle, est-ce qu'elle aide les gens à mieux travailler ou est-ce que j'essaye juste de contrôler le système? Dans Turn the Ship Around, ce qu'il explique, c'est travailler pour l'excellence au lieu de travailler pour éviter les erreurs. Si vous essayez de travailler pour éviter les erreurs, vous avez juste un système qui évite les erreurs. Donc on n'a pas d'innovation, on a des gens qui n'osent pas faire plein de trucs. On ne va pas oser faire une livraison en prod le vendredi soir parce que potentiellement ça pète. Si je travaille sur l'excellence, je vais me poser des questions complètement différentes. Et de toute façon, je sais qu'il va y avoir des erreurs. C'est un fait. Le système, à un moment donné, il ne va pas bien marcher. Donc quoi qu'il arrive, si vous mettez en place des process, réfléchissez à comment est-ce que ça aide les gens à mieux travailler. Si je parle de la livraison, plutôt que de me dire j'interdis les livraisons en prod, qui est une bonne approche. Moi, je comprends pourquoi on va interdire les livraisons en prod le vendredi. Pour les ingénieurs, on a tous connu, ça pète, les gens ne sont pas dispo, c'est un carnage, on va mettre 2 fois plus de temps pour résoudre le problème. Par contre, si je cherche de l'efficacité, je ne vais pas m'arrêter là, je vais plutôt me dire très bien, comment est-ce que je fais pour avoir plus de qualité, donc avoir par exemple plus de tests automatisés qui permettent de m'assurer que je n'ai pas pété un truc. Deuxièmement, ma pipeline de livraison. Combien de temps il me faut quand j'ai cassé la prod pour revenir à un état stable? Et je vais travailler là-dessus pour optimiser ce truc-là au maximum. Si en quelques minutes, je suis capable de savoir que ça a cassé, donc j'ai un bon niveau d'alerting, et je suis capable de faire un rollback et revenir à un état stable très vite, ce n'est pas un vrai problème en fait. C'est un faux problème. On est capable de travailler et de livrer en prod et ce n'est pas grave. Définir des protocoles, c'est important. Définir des protocoles de communication, notamment entre les équipes, et de synchronisation. Plus vous grandissez, c'est logique. Pour ceux qui travaillent dans des grands groupes, a priori c'est la majorité, vous connaissez ça. Plein d'équipes, et la communication c'est compliqué. On ne sait pas forcément ce que font les petits copains, et quand on le sait, souvent c'est trop tard. Il y a un truc super intéressant, c'est j'ai l'intention de. Ça a l'air tout bête, mais dès que vous commencez à travailler sur une initiative, on a un canal de communication, chat Slack par exemple, peu importe, ou un Teams, ou ce que vous voulez, et on va diffuser à tout le monde. On a l'intention de rajouter un nouveau système de paiement dans notre plateforme. Tout le monde le sait. Et tout le monde peut venir réagir en disant « Ouais, un nouveau système de paiement, attends, parce que moi, ça peut m'intéresser, j'ai du customer support, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, et puis ça peut peut-être impacter ce que je fais aujourd'hui. » Donc, le j'ai l'intention de, c'est de la synchronisation simple et efficace. On n'a pas mis en place 12 réunions ou quoi que ce soit. On a mis en place de la communication qui va permettre aux gens de s'assurer qu'on est aligné, qu'on s'intéresse un petit peu à ce que font les autres pour éviter de se marcher sur les pieds. Travailler sur la culture, je pense que c'est un petit peu le bilan de tout ça, mais votre culture, quoi qu'il arrive, va être ce qui va gérer tout le reste. L'autonomie des équipes, sur le fait que la prod marche bien, même sur le fait qu'on va monitorer correctement notre prod et être efficace, ça va découler de votre culture. Si vous avez une culture où on permet aux gens de tester des trucs, d'avoir des solutions, d'être responsable, les gens ils vont s'intéresser, ils vont trouver les solutions. Et pour travailler sur la culture, il y a quand même quelques éléments. Premièrement, comme je vous disais, travailler vers l'excellence. Essayez pas d'éviter les erreurs, essayez de mettre en place un système qui permet d'aller vers l'excellence. Et du coup, on va plus chercher des solutions efficaces. Et les gens, ils sont intelligents, ils vont les trouver, les solutions. Je vous rappelle que dans la systémie, tous les agents d'un système sont intelligents. Donc quand vous avez quelqu'un qui a un comportement qui a l'air bête, c'est pas un comportement bête, c'est une réaction à une contrainte du système. Et sa solution, c'est la seule solution intelligente qu'il a trouvée.
On en parlait ce matin, la culture c'est quoi? La culture, pour moi, c'est les... Alors pour moi, c'est pas moi qui l'ai dit, en plus, hein, c'est Simon Sinek, mais la culture, c'est vos valeurs et les comportements de votre entreprise. Donc les comportements que vous acceptez et ceux que vous n'acceptez pas. Et par exemple, quelqu'un qui est très très fort, un software engineer, qui est le meilleur que vous ayez trouvé de toute votre carrière, qui est super fort et qui est capable de gérer des problématiques que personne d'autre ne sait gérer, très bien, mais s'il a des comportements qui ne sont pas adaptés à vos valeurs, il ne doit pas travailler chez vous. Ça ne va pas marcher. Et ça va casser votre culture d'entreprise. Donc il faut être très strict sur les comportements qu'on accepte et les comportements qu'on n'accepte pas. Tout ça, c'est le taf des founders. Pour moi, la première 5 minutes, c'est bien, on est bien, on est très bien. Les cofondateurs de l'entreprise, l'une de leurs premières responsabilités et l'une des plus importantes pour moi, c'est justement ça, travailler sur la culture et s'assurer que la culture est la bonne. Votre culture, elle va évoluer. Avec les gens qui arrivent, à chaque fois que vous recrutez quelqu'un, il amène un petit bout de sa culture dans l'entreprise et il va faire bouger les choses. Donc, quand on parle d'entretien culture fit, on n'essaye pas juste de quelqu'un qui est aligné avec votre culture, mais on peut aller chercher des gens qui vont la renforcer et l'améliorer. Il faut être écouté, être ouvert à ce qui se fait ailleurs et écouter les remarques. Et les fondateurs sont les garants de la culture. C'est-à-dire que la culture, c'est du top-down. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À un moment donné, ce qui se passe en haut, ça va se retrouver en bas. Donc, on ne peut pas faire du bottom-up sur la culture, ça ne marche pas. Moi, je n'y crois pas. Donc, il faut qu'il soit là. Et ouais, alors, ça ne peut pas être pour tout le monde. Et ça, c'est une des leçons notamment de Netflix. Si tous les gens trouvent votre culture formidable et veulent bosser chez vous, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas vraiment une culture très forte. Une culture, c'est autant un attractif qu'un répulsif. Si j'en reviens à Netflix, j'ai trouvé leur bouquin super intéressant. J'ai appris plein de trucs. Ça ne m'a pas donné envie d'aller bosser chez eux. J'avais lu la biographie d'Elon Musk. Je ne me suis pas dit à la fin, trop bien, je vais aller bosser chez SpaceX. Carrément pas, quoi. Ça ne me correspond pas du tout. Par contre, il y a des gens qui vont adorer ça. Ça leur correspond, c'est leur truc. Et du coup, cette culture-là, ça va les attirer. Si votre culture, elle ne peut pas être pour tout le monde, et c'est important d'être conscient de ça. Si elle est pour tout le monde, je pense qu'elle n'est soit pas très claire ou pas très forte. J'ai tenu, je suis assez fier de moi, c'est rare. Voilà, merci beaucoup.